Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la composition des écosystèmes. Et on va d'abord commencer par voir quelle est la définition d'un écosystème. Alors, pour ce faire, nous allons regarder ça de plus près. Alors, par définition, l'écosystème, c'est l'unité écologique de base formée par le milieu non vivant, qu'on appelle le biotope. C'est le support et la source d'énergie des êtres vivants, et tous les organismes qui se trouvent sur ce milieu et qu'on regroupe sous le terme de biocénose. Donc, voici maintenant d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'est et ce que ça représente exactement le biotope et la biocénose. On va commencer par le biotope. Alors, le biotope, tout simplement, comme je vous le disais, c'est le support non vivant, le milieu abiotique. Abiotique, c'est le terme que l'on utilise pour qualifier quelque chose qui n'est pas du domaine du vivant, abiotique. Et il va regrouper donc l'air, l'eau et la roche. Eh bien, l'air, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire la couche d'air qui nous entoure et qui, au-delà de sa composition, même si elle est importante pour les êtres vivants, eh bien, nous, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est facteurs climatiques. On le verra dans un chapitre suivant. Ensuite, donc, on retrouve l'hydrosphère. L'hydrosphère, comme son nom l'indique, c'est l'eau. Toute l'eau présente sur le milieu naturel, les eaux courantes, les eaux stagnantes, les nappes phréatiques, les ruisseaux, les mares, tout ce qui peut amener de l'eau au milieu. Et enfin, il y a la lithosphère. Ça, c'est peut-être un terme que vous connaissez un petit peu moins. La lithosphère, donc, c'est tout ce qui est lié à la matière minérale, la roche-mère, les éléments minéraux du sol qui sont présents à cause de l'altération de la roche-mère, mais également tout ce qui est topographique, c'est-à-dire le relief, la pente, qui va avoir donc une influence sur les êtres vivants. Voilà, donc le biotope, on récapitule, c'est l'air, l'eau, la roche. On utilise des termes un petit peu plus scientifiques, c'est l'atmosphère, l'hydrosphère ou la lithosphère. Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et le descendit d'une seule balle. Fin. Ouais! Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? Ouais! Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la biocénose. Alors, la biocénose, c'est tout simplement l'ensemble des êtres vivants qui peuplent un milieu, qui vivent sur ce milieu. On va avoir bien sûr les végétaux, les animaux. On met dans un troisième groupe, même s'il n'est pas forcément à part, la faune et la flore du sol. Alors, regardons un petit peu plus près. Les termes scientifiques que l'on utilise, c'est pour les animaux la zoocénose, pour les végétaux la phytocénose et pour tous les êtres vivants qui se trouvent dans le sol, animaux et végétaux, on va utiliser le terme de pédocénose. Voilà, donc les végétaux, les animaux, la faune et la flore du sol. Allez, on se casse! Pas question! Oups! C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Voilà, on a fait un petit tour complet, relativement rapide, de ce que sont les écosystèmes, un terme assez important. Alors là, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'écosystème, mais un écosystème, ça englobe aussi toutes les interrelations qui existent au sein de ce milieu, qu'il soit naturel d'ailleurs ou artificiel. Nous allons donc maintenant voir les interactions. Oh non, les pauvres gens!
On va parler maintenant donc des relations au sein d'un écosystème. On en a déjà parlé un petit peu, mais on va revoir tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces relations au sein d'un écosystème? Ouais, il y en a plein de différentes. Si on commence par celle-là, on peut imaginer, c'est la réalité, donc le soleil interagit avec la végétation pour permettre la photosynthèse. Ça, c'est une chose. Ici, la température, on voit qu'elle va influencer le début d'hibernation de certaines espèces, par exemple. On peut imaginer aussi que la température, soit quand elle baisse, soit quand elle se réélève, ça va déclencher les migrations de certaines espèces, des oiseaux, des animaux. Ici, on a une autre interrelation qui peut exister, c'est ce qu'on appelle les relations trophiques. On a déjà vu donc avec les relations mangeur-mangé, la prédation. Donc ça, c'est une relation qu'il y a entre deux êtres vivants. Et pour terminer, on va parler des relations qui peuvent exister au sein d'une forêt. Alors là, toujours le soleil qui agit sur la végétation pour permettre la photosynthèse. Il peut y avoir des relations intraspécifiques au sein de même type d'arbres qui sont très serrés, par exemple dans une plantation, où là, ils vont se concurrencer pour les matières premières, pour le soleil, pour les éléments minéraux, pour l'eau. Et puis, il peut y avoir également des interrelations entre le sol et les espèces végétales. Alors que ce soit un retour de matière organique au niveau du sol qui va être ensuite transformé en éléments minéraux dans le courant du cycle de la matière, ou alors des végétaux qui vont absorber aussi des éléments minéraux du sol. Donc on voit que toutes ces interrelations vont être très très présentes dans la vie d'un écosystème. Maintenant on va parler un petit peu plus, ou reparler des relations biotiques. Alors les relations biotiques, les interrelations, eh bien ce sont des relations qui existent entre les êtres vivants eux-mêmes. Alors, vous avez les relations interspécifiques entre deux espèces différentes, les relations intraspécifiques au sein d'une même espèce. Alors, par exemple, comme relation intraspécifique, on peut parler de la compétition, notamment au moment du rut. Ensuite, comme concurrence, ça peut être, comme je viens de le citer, dans le cas de plantations qui sont très serrées, ça va être une concurrence entre végétaux par rapport à la lumière ou par rapport aux ressources minérales. Là aussi, on a des relations intraspécifiques. Ça peut très bien être aussi une relation interspécifique, parce que vous avez deux espèces végétales qui peuvent effectivement se concurrencer par rapport aux ressources qui sont disponibles. On a déjà travaillé sur le commensalisme, donc c'est une espèce qui va utiliser une autre espèce, mais sans que cela lui fasse du mal. Par exemple, l'exemple classique, ce sont les vautours qui mangent les déchets des proies des grands félins. Dans la mesure où les grands félins ont déjà mangé leur part, et bien donc ça ne nuit pas du tout, ça ne leur nuit pas que les vautours finissent de nettoyer la carcasse. Le parasitisme, par contre, là, c'est la relation entre deux espèces différentes où l'hôte va souffrir de la relation puisque le parasite va vivre aux dépens de son hôte. C'est-à-dire qu'il va lui prendre de la matière, lui prélever des ressources et il va tuer petit à petit son hôte. Assez lentement généralement. La symbiose, enfin, c'est une relation qui est bénéfique entre deux espèces différentes également et qui va permettre donc d'apporter de part et d'autre des bénéfices aux deux partenaires. On peut insister un petit peu sur l'effet de masse, puisqu'on n'en a pas encore parlé. L'effet de masse, c'est quand vous avez une population qui va se multiplier de façon excessive et il va y avoir finalement une surpopulation sur un milieu et cette surpopulation risque d'épuiser les ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple de l'herbe qui ne va pas se renouveler suffisamment correctement et du coup l'espèce qui consomme ce végétal, eh bien
ça aura des conséquences, par exemple, sur la fertilité des femelles, etc. Il aura une espèce de forme d'autorégulation liée à l'effet de masse. Vite, vite. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, maintenant on va parler un petit peu des facteurs abiotiques. Donc c'est tout ce qui est facteurs climatiques. Ça on va les voir de façon plus approfondie dans le chapitre suivant. Les facteurs édaphiques, ce sont les facteurs qui sont liés au sol et à la nature du sol. Vous savez que le sol est issu à la fois de la dégradation de la roche-mère qui est représentée sur ce schéma en gris et de la dégradation de la matière organique qui est apportée par les êtres vivants qui se trouvent au-dessus ici. Et donc, c'est issu de ce mélange. Eh bien, la nature du sol va varier suivant le type de roche-mère que l'on peut avoir ici en bas, si elle est d'origine granitique ou d'origine calcaire. On n'aura pas le même type de sol, il n'aura pas le même type d'éléments minéraux, on n'aura pas le même pH et donc on n'aura pas le même type de végétation donc en surface. Et enfin, les facteurs topographiques. Alors, facteurs topographiques, par exemple, c'est tout ce qui est lié au relief. Là, je vais trouver un petit schéma là où on vous montre un petit peu la différence d'ensoleillement entre l'Adré et l'Ubac. Alors, l'Ubac, c'est ce qu'on appelle le versant, enfin, c'est le nom du versant nord. L'Adré, c'est le versant qui est exposé au soleil. Et, suivant le positionnement et l'orientation du versant, on n'aura pas du tout le même type de végétation. Je vais trouver deux petites photos qui sont assez parlantes, donc de deux vallées, et on voit très bien ici dans la photo de gauche que le versant nord qui est moins exposé au soleil est beaucoup plus boisé avec notamment beaucoup de résineux, alors que l'Adré, lui, il pourrait être couvert de feuillus, mais effectivement, comme il est plus ensoleillé, l'homme s'y est installé et puis il a installé aussi des champs, des cultures, etc. Donc ça, c'est une première différence. Et puis dans la photo du bas, vous avez aussi cette différence Adré-Ubac avec davantage de feuillus du côté de l'Adré, puisque c'est plus ensoleillé, par rapport à l'Ubac où il y a davantage de résineux et qui résiste un petit peu aux températures plus basses et au manque d'ensoleillement. Les espèces sont adaptées. Voilà donc un petit peu, très rapidement, un aperçu des relations qui peuvent exister au sein de l'écosystème et qui complètent la définition de l'écosystème par lui-même. Voilà, à bientôt. Biscuits et tisanes pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny.